La guerre est une immense machine à produire des oubliés. On retient les grands généraux, les glorieux et les quelques anecdotiques qui ont eu la chance d'avoir un petit morceau de l'histoire pour eux, mais à en faire le bilan, il y a surtout des soldats inconnus. Pour en entretenir une mémoire, on les cache derrière des chiffres en comptant les milliers de soldats d'une armée. Et quoi qu'il arrive, on pense ces inconnus au masculin. Ce qui fait que parmi les anonymes effacés de l'histoire de la guerre, un groupe l'est encore davantage. Les femmes. Pourtant, les armées n'en ont pas manqué. Presque exclusivement réduites à des tâches de soutien, elles ont joué un rôle essentiel dans leur fonctionnement. De la suiveuse à la travestie, en passant par la cantinière, ce sont autant de figures effacées de notre mémoire collective. Pour la première fois sur la chaîne, c'est leur histoire que nous allons aborder aujourd'hui, pour retrouver la trace de ces oubliés de l'armée. Si à partir du début du XXe siècle, il est vrai que les femmes sont forcées de quitter l'espace de l'armée, la réalité a été tout autre entre les XVIIe et XIXe siècles. Ce constat peut paraître étonnant, car l'idée d'une place capitale des femmes dans les armées européennes durant cette époque a été rarement relayée par la culture populaire. Du côté des historiens et des historiennes, la question de la place des femmes dans les armées modernes a longtemps été très peu abordée. Mais avec l'apparition des études sur les questions de genre, le sujet revient progressivement sur les devants. Si les sources demeurent rares et difficiles à trouver, aujourd'hui se dévoilent progressivement les contours d'une armée d'oubliés composée de vivandières, de blanchisseuses, de suiveuses, de prostituées, de travestis. L'objectif sera donc ici de leur rendre leur place légitime dans l'appareil militaire et de comprendre quels y ont été leurs multiples rôles. Et pour bien aborder cette histoire, il nous faut remonter à l'Antiquité, une époque où le rôle militaire des femmes était réduit à la défense de la cité. Mais surtout, il faut nous figurer une société qui n'avait pas du tout le même rapport au genre qu'aujourd'hui. En effet, avant le XIXe siècle, dans les écrits médicaux, on ne se représente pas les hommes et les femmes de façon binaire, comme étant complémentaires. On les inscrit sur une échelle qui va du parfait, l'homme, à l'imparfait, la femme. Ce système développé par Galien, un médecin antique, pense ainsi le vagin comme un pénis inversé, les ovaires faisant office de testicules. Le genre, c'est-à-dire toutes les caractéristiques sociales associées à un sexe, est ainsi perçu très différemment. Comparé à aujourd'hui, au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, il est plus fluide, c'est-à-dire que la frontière entre masculin et féminin est poreuse. Passer de l'un à l'autre n'est pas impossible, même si c'est peu fréquent. Et les femmes restent en bas de l'échelle sociale. Comme d'autres domaines, la question martiale relève d'une attribution genrée à cette période. Mais si combattre est effectivement réservé aux hommes, il existe tout de même des conditions rendant acceptable qu'une femme prenne les armes. Depuis l'Antiquité, les femmes sont reléguées dans les représentations comme dans les pratiques à la défense de la cité. Il s'agit du seul cadre où elles semblent être autorisées à prendre les armes. Les femmes sont alors mises en scène comme défendant leur foyer. Dernier rempart contre les envahisseurs, cette prise d'armes est toujours perçue comme temporaire. Pour se battre et défendre la ville, les sources soulignent systématiquement qu'elles utilisent des pierres ou alors des tuiles, mais jamais des armes. Même en cas de perte imminente de la bataille, voire de la ville, on exclut toujours les femmes du port des armes et des combats au corps à corps. Et elles doivent faire avec des matériaux de fortune qu'elles trouvent directement sur leur maison. C'est littéralement avec leur foyer qu'elles se défendent. Cette interdiction du port d'armes est étroitement liée à l'exclusion des femmes de l'utilisation des outils les plus complexes qui a été observée depuis l'apparition de l'écriture. Elle va aussi dans les cités grecques avec leur exclusion de la citoyenneté. Si les hommes sont morts, absents ou incapables de remplir leur rôle militaire, en dernier recours donc, il revient aux femmes de défendre le foyer. Elles peuvent alors, et seulement à ce moment-là,
susciter l'admiration chez les hommes conquérants. Plutarque raconte ainsi l'histoire de Timoclé de Thèbes, qui tue un soldat l'ayant violé lors de la prise de la ville par les armées d'Alexandre le Grand, lui valant les louanges de ce dernier. Une histoire reprise après la Renaissance dans de nombreuses représentations. La place des femmes n'est donc pas sur le champ de bataille dans l'imaginaire des hommes. Leur combat, s'il doit absolument avoir lieu, doit rester purement défensif, associé au rôle qui leur est assigné. Cette idée continue pendant tout le Moyen-Âge, durant lequel les filles de seigneurs peuvent recevoir une éducation assez proche des garçons. Elles apprennent à monter à cheval et à chasser, ce qui les conditionne pour potentiellement prendre les armes et défendre leur fief. Ainsi, les femmes en Europe de l'Ouest, de l'Antiquité au XVIe siècle, sont assignées à la défense de leur foyer et considérées comme dernier rempart face aux envahisseurs. Après la Renaissance, le devoir de guet pouvait parfaitement échoir à ces dernières, tandis que la noblesse donnait accès au commandement, mais toujours selon des règles bien définies. Cela devait avant tout être temporaire, si possible défensif, et ne pouvait revenir qu'aux femmes de statut social élevé. En effet, plus celui-ci est haut, plus leur prise d'armes est acceptée. L'autorité des femmes nobles est bien plus déterminée par leur statut, leur sang, que par leur genre. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, la majorité des grands nobles sont des guerriers élevés pour combattre, faisant la guerre à la tête de leurs troupes. Et les femmes peuvent, en cas de nécessité extrême, les remplacer. Les troupes voyaient surtout en elles, non pas des femmes, mais des duchesses, comtesses, etc., le rang élevant ici la valeur du sexe. À la période moderne, ces femmes nobles guerrières renvoient à l'exceptionnel par leur petit nombre et le contexte particulier des guerres civiles. Le cas des princesses de la Fronde est à ce titre un exemple tout trouvé. La Fronde, de 1648 à 1653, est une réaction à l'évolution absolutiste de la monarchie. Elle accélère la disqualification des nobles d'épée comme acteurs politiques en faveur de ceux de robe, et des femmes au bénéfice des hommes. Les femmes de la noblesse d'épée de la Fronde se sentent ainsi doublement lésées. Entre 1649 et 1652, période d'affaiblissement de l'autorité royale liée à la minorité de Louis XIV et la régence de sa mère Anne d'Autriche, une grande part de la noblesse du royaume prend ainsi les armes contre le favori de la reine, le cardinal Mazarin. Ils mettent en avant leur droit de révolte contre un pouvoir qui tend à les exclure des plus hautes instances de direction de l'État royal. Lors des divers affrontements de cette guerre civile, de nombreuses nobles trouvent l'occasion de se distinguer militairement. Ces princesses guerrières de la Fronde ont suscité de multiples anecdotes, donnant à leur combat des allures galantes, éloignées de la réalité. Elles avaient leur propre objectif politique, très lié à leur contexte, qui les a poussées à prendre les armes. Restaurer les valeurs chevaleresques et affirmer le droit de leur caste à gouverner avec le souverain. L'exemple le plus connu est celui de Marie-Louise d'Orléans, dite la Grande Mademoiselle, cousine du roi, qui tente de prendre la ville d'Orléans et participe à la bataille du faubourg Saint-Antoine, près de Paris, où elle fait tirer les canons de la Bastille pour sauver son cousin Condé, alors en mauvaise posture. Un autre exemple emblématique est celui de la Lorraine Madame de Saint-Balmont, déjà connue pour ses actions guerrières pendant la guerre de 30 ans. Celle-ci n'hésite pas à reprendre les armes lors de la Fronde en habit d'homme pour défendre ses terres alors que son époux fait campagne. Pour de nombreux témoins comme pour les moralistes, la femme à cheval a quelque chose de scabreux, à cause d'un parallèle entre vaillance guerrière et ardeur sexuelle. Cependant, une certaine littérature n'hésite pas à mettre en valeur ces figures féminines en armes et chante leurs faits de guerre. En effet, depuis le XVIe siècle, les romans de chevalerie qui s'appuient sur une certaine nostalgie de la noblesse sont en vogue. Certains d'entre eux sont en accord avec les propos tenus dans les salons nobiliaires précieux d'avant la Fronde sur la supériorité morale de la femme. Ils mettent en avant une galerie de femmes fortes, héroïques, modèles de courage et de vertu, guidées par de nobles motifs et menant une guerre juste. Nombre de ces héroïnes sont représentées en Amazones, êtres fabuleux antiques. Le rôle guerrier des femmes est ainsi d'autant plus accepté qu'elles sont renvoyées à des figures mythiques, mythologisées. Ces ouvrages qui imprègnent fortement l'imaginaire des nobles de la Fronde gomment les éléments du mythe des Amazones qui pouvaient inquiéter les hommes de l'époque, comme l'ablation des seins, le meurtre des hommes qui servent de reproducteurs une fois par an et l'élimination des garçons au profit des filles. Pour la grande mademoiselle ou la duchesse de Longueville,
le mythe des Amazones réactualisé permet de montrer que les femmes savent gouverner et surtout se battre. Il faut cependant souligner que l'origine de cette vaillance est toujours considérée comme issue de la vertu de ces héroïnes, systématiquement mise en avant par les auteurs et autrices. Et quelle que soit leur humeur martiale, les princesses guerrières de la Fronde ont le souci de garder leur pudeur. En général, elles évitent les exploits individuels et préfèrent se porter à la défense des villes assiégées. En effet, la possibilité du viol et ses conséquences déshonorantes planent sur leur tête. Et toujours avec la constante que nous avons soulevée, la défense des villes est plus acceptée comme un rôle féminin. Si l'âge d'or des princesses capitaines dure le temps de la Fronde, il s'arrête brusquement après la guerre civile. La victoire du camp loyaliste enterre non seulement les velléités de pouvoir de la vieille noblesse, mais permet aussi de mettre en avant le programme politique absolutiste. En conséquence, triomphe dans les cercles aristocratiques l'écartement pérenne des femmes du commandement des troupes. En dehors des classes nobiliaires qui seules peuvent aspirer au rêve du commandement, la réalité est tout autre. Les femmes des classes populaires occupent une place vitale dans les armées, et ce en continu du XVIe au XVIIIe siècle. On parle alors notamment des suiveuses. À cette époque, l'armée était une société dans la société, accompagnée de femmes nombreuses remplissant des rôles variés nécessaires à son bon fonctionnement. De fait, les autorités mélangeaient quelque peu leurs fonctions, les raisons qui les poussaient à suivre l'armée et avaient tendance à effacer leur utilité. Elles sont donc parfois indistinctement nommées catins et associées aux prostituées pour critiquer leur présence et mettre la pression sur le pouvoir politique pour les éloigner de l'armée. Ainsi, dans cette expression de catin ou de suiveuse, se cachent des femmes de soldats, des amantes, des vivandières, des blanchisseuses et également des prostituées. Mais chaque catégorie n'exclut pas les autres. Ainsi, une prostituée peut parfaitement trouver un soldat la prenant sous sa protection, se marier avec lui et, en le suivant dans ses campagnes, finir par gérer un chariot de vivres et se transformer en vivandière. Le nombre de ces suiveuses est très complexe à évaluer. Il varie selon les époques, les armées, la situation militaire. On peut évoquer au XVIIIe siècle environ 50 000 civils, donc hommes et femmes, suivant une armée d'entre 250 et 350 000 hommes. 24 juin 1641. Journée sans intérêt. Pluie au matin, piétinement l'après-midi. Ambiance de camp sympathique cependant. Celle que les soldats surnomment la Petite Bohème nous a raconté son histoire au coin du feu. Oula, vous savez, moi, je suis dans les troupes depuis 15 ans, je dirais. Par contre, je vais pas vous mentir, j'ai parfois été dans le camp d'en face. La petite bohème qui sert les impériaux, ça devait être beau à voir, tiens. Allez pas croire que j'ai trahi les protestants, hein. J'ai surtout survécu. À l'origine, j'ai suivi mon mari de l'époque. Mais ce bougre est allé mourir à Nordlingen. Et comme son régiment voulait pas de moi, vu que je m'entendais pas avec la femme du colonel, je me suis retrouvée toute seule. Il a pas fallu longtemps aux impériaux pour me mettre la main dessus. Mais ces jolis puceaux sont aussi des ventres paresseux. Alors, ils m'ont mise à la marmite. La majorité des femmes vivant auprès des armées étaient les épouses, compagnes ou amantes des soldats, suivant leur homme, parfois par amour, plus souvent par nécessité, car il leur fallait suivre la personne qui recevait la solde dont elles et les enfants dépendaient pour vivre. Si certaines allaient jusqu'à se travestir pour cacher leur présence, la majorité restait en habit de femme, avec au premier rang les compagnes de gradés. Dans les rapports, les officiers les décrivent comme nocives au bon fonctionnement de l'armée. Mais en réalité, elles se révèlent avoir plusieurs utilités, par leur simple présence ou par les rôles actifs qu'elles remplissent. On soulève qu'elles réduisent la désertion, motivent les hommes au combat, mais elles jouent également un rôle social et logistique. Les femmes d'officiers sont souvent des personnages reconnus de la vie de camp, arbitrant les conflits. D'autres s'occupent des relations avec les populations locales et apportent ainsi des liens commerciaux permettant de nourrir l'armée avec des denrées supplémentaires, moins frugales et plus régulières que celles de la logistique classique de l'armée, devant passer par des dépôts et souvent soumises aux difficultés de transport et de petites guerres. On parle ainsi, notamment au XVIIe et XVIIIe siècle, de communautés de campagne, les armées officiers devant prendre en compte la présence des femmes dans leur planification. Cet aspect logistique endossé officieusement par les femmes peut être assumé plus officiellement par les cantinières et les blanchisseuses, parfois attirées par l'armée et l'occasion commerciale qu'elles représentent.
Les cantinières jouent un rôle vital en animant une économie de service basée sur des échanges locaux, mais aussi sur le pillage. En suivant les soldats, elles peuvent récupérer le fruit des razzias, que les militaires leur abandonnent sans problème. Ils n'ont en effet pas les moyens de les conserver et de les transporter, et les cantinières peuvent ensuite les revendre comme bonus au ravitaillement réglementaire. Alcool, tabac, viande, pain, autant de denrées appréciées par les soldats. Il est d'autant plus notable qu'une vivandière s'insère socialement dans la vie d'un régiment, développant une relation commerciale et familiale, mais également une dépendance vitale, cet environnement lui octroyant une protection nécessaire. Les blanchisseuses s'occupent, elles, de la salubrité du linge et des troupes, et développent des relations similaires. Et comment t'as réussi à quitter ces papistes? Oh ben déjà j'ai appris ma peine. Quand on cuisine bien, qu'on trouve les paysans qui vous vendent de la nourriture et qu'on se montre un peu tendre, on nous laisse aller et venir. Ils sont pas bien méchants quand ils vous ont à la bonne, vous savez. Même que je vais vous dire, quand les mousquetaires dont je m'occupais ont été attaqués par les cavaliers de chez nous, ils m'ont vite protégé. Puis bon, l'ennui c'est qu'ils ont pas valu tripette, et moi j'ai vite flairé mon coup. La petite Moline. Eh, je viens de Bohème, messieurs. J'ai vite reconnu le parler des cavaliers et je me suis signalé. Pensez-vous. Une bonne cantinière de chez eux, à une époque où j'avais encore mon charme, ils m'ont embarqué avec déférence et je suis devenue leur dame. Je les ai suivis un peu partout. Jusqu'en Italie. J'en ai même marié un. Il a bien voulu m'aider dans mon travail après que je l'ai sorti d'une mauvaise passe à Aspthausen. Vous pouvez lui demander, il est là-bas. Il montre toujours sa cicatrice à qui veut bien la voir. Cependant, le travail qu'elles fournissent n'est pas seulement d'intendance, il peut aussi être de soins, et émotionnel. Elles n'hésitent pas à s'exposer aux balles pour récupérer les blessés, et partagent les peines et les difficultés des combattants. Les marches, les campements, les retraites. Les femmes ne manquent pas de recevoir des blessures de guerre et sont même encore plus fragilisées en cas de défaite, leur traitement par les ennemis pouvant être impitoyable entre la captivité, les blessures et les viols. Si elles ne font pas la guerre, elles en connaissent les souffrances, les menaces et les privations. Cette tension entre utilité et gêne apparente que la présence des femmes crée dans l'esprit des officiers d'Ancien Régime nourrit deux tendances. Une volonté politique d'éloignement de ces dernières des troupes et une organisation plus rigoureuse s'apparentant à une officialisation de leur présence. Ainsi, on se retrouve avec des mesures ambivalentes entre volonté stricte de séparer l'armée du reste de la société, donc des femmes, et approche réaliste face aux pratiques des troupes et des civils. Le long des XVIIe et XVIIIe siècles, la législation et l'organisation évoluent. L'interdiction faite aux soldats de se marier s'avère trop rude. On conditionne donc ce mariage à l'autorisation du colonel du régiment, ce qui permet de garder un certain contrôle. De même, l'encasernement, c'est-à-dire la mise en place progressive des casernes en tant qu'espace où le soldat est obligé de vivre, le séparant ainsi du reste du corps social, est une mesure censée combattre la désertion ainsi que la présence de femmes auprès des troupes. Mais plusieurs limites s'opposent à la généralisation de cet encasernement, qui se renforce petit à petit tout au long du XVIIIe siècle. Et il est indéniable qu'il ne répond pas aux problématiques des campements en campagne. Les femmes restent donc au contact des soldats et obtiennent même un rôle plus explicite. En effet, la présence des blanchisseuses et des vivandières se régularise au milieu du XVIIIe siècle. Il est ainsi prévu qu'entre 7 et 10 blanchisseuses accompagnent chaque régiment, faisant de ces femmes des serviteuses de la couronne et non de simples civiles. Intérêt non négligeable que d'intégrer ces femmes dans des rôles définis et normés. Non seulement cela permet de maîtriser un phénomène que l'armée ne parvient pas à empêcher, mais aussi et surtout, ces femmes rendent possible l'interdiction faite aux hommes de quitter un camp en campagne. En effet, il est souvent nécessaire de chercher denrées ou fourrage hors du camp. Or, cette excuse permettait à de nombreux soldats de déserter au vu et au su de tous. Une femme, en revanche, ne peut pas vraiment déserter, et est souvent mariée à un soldat du camp. Elle peut donc aller et venir sans qu'on ait à se méfier. Les vivandières, en plus de nourrir les soldats, deviennent ainsi un des facteurs de diminution de la désertion, véritable obsession des officiers de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. En parallèle, elles peuvent améliorer leur matériel avec une charrette, voire un cheval, et sont intégrées dans le train de l'armée en marche avec l'artillerie et les réserves. Mais on ne vous a jamais chassé ? Oh, il y a toujours un officier ou une colonelle un peu fierotte pour vous pousser dehors, mais bon. Une fois marié, on vous embête moins. Et puis, les hommes tiennent à vous, hein, tant que vous ne leur faites pas de crasse. C'est beaucoup plus dur pour les dames de bonne compagnie. Hein. Ah, ça,
Tout le monde veut les voir le soir, mais pas question de les laisser s'installer. Elles me font de la peine, à vrai dire. Elles ont les hommes, la faim, la vérole au cul, et faut qu'en plus on les menace de fouet si elles sont trop voyantes. M'est déjà arrivé d'en cacher une ou deux dans ma tente quand le colon était bougon. Et je vais vous dire, le seul point commun entre les hommes, qu'ils soient catholiques ou protestants, c'est bien leur ingratitude. Pour les prostituées, en revanche, le contrôle et la normalisation riment avec une mise au ban et une répression de plus en plus sévère, d'autant plus que cela délimite fortement leur rôle qui était précédemment plus flou. Elles sont maintenant seulement assignées au travail sexuel, alors qu'auparavant elles pouvaient aussi participer à l'intendance, aux soins des blessés. Si elles sont tolérées au début du XVIIe siècle avec un logement à part dans les camps et une inspection obligatoire par le chirurgien, elles restent sous la menace d'un rejet, avec coup de fouet ou bannissement en cas de problème sanitaire. Sous Louis XIV, elles sont carrément proscrites des casernes et camps sous peine de coupure du nez ou des oreilles. Durant le XVIIIe siècle, c'est plutôt le fouet et la peine de prison qui les guettent. Pour autant, les sources sont rares à leur propos. On ne trouve ainsi que 3 procès contre des prostituées par les militaires entre 1768 et 1790. Il est possible qu'en pratique, les chefs militaires les aient considérées comme un moindre mal, loin des prises de position morale des échelons supérieurs, maisons closes et bordels restant des lieux attirant les soldats. Tolérer des prostituées au sein de l'armée pouvait réduire les interactions des troupes avec les maisons closes des pays traversés, diminuant ainsi les possibilités d'apparition de maladies vénériennes, de désertion, mais également de viols sur les femmes des régions occupées. Mais jusqu'ici, nous n'avons parlé de femmes que dans des rôles de soutien. Toutefois, les sources laissent transparaître de rares cas de femmes ayant endossé l'habit de soldats et qui ont connu les combats. Si on a bien vu que sous l'Ancien Régime, l'armée n'était jamais un lieu entièrement masculin, et surtout rarement coupé de la population, le port des armes et le droit à combattre étaient, lui, strictement un privilège et un devoir qui incombaient aux hommes. Or, les historiens et historiennes ont relevé, dans les archives militaires et judiciaires, que pendant toute la période, des femmes ont bravé l'interdiction de rentrer dans les rangs de l'armée pour devenir elles-mêmes des soldats. Leur existence est rare, et même exceptionnelle, mais leur présence permet de questionner les frontières du genre à cette période. Le nombre recensé de femmes dites travesties en soldats entre la fin du XVIIe siècle et la Révolution paraît anecdotique. 44 dans l'armée française et 154 dans les régions germaniques et hollandaises. Ce chiffre est cependant un petit échantillon compte tenu de la préservation des archives et surtout de la mise à jour publique à l'époque de tels cas. De plus, ces rares occurrences sont souvent présentées uniquement à travers leurs procès ou leurs interrogatoires effectués par des hommes. L'histoire que ces personnes racontent est souvent transformée pour paraître plus acceptable. Cependant, ces récits font émerger des éléments communs qui nous donnent une idée de leur expérience militaire. Je me permets de vous écrire, mon capitaine, pour vous tenir au fait d'un événement hors du commun qui s'est produit hier au régiment. Il mérite, je crois, votre bienveillante attention. Durant l'affaire de recours, le soldat nommé François Goubier, dit Jolicoeur, a été blessé assez sévèrement au flanc. Après avoir émis de vives protestations et perdu connaissance, il a été amené chez notre médecin, M. Antoine Calière de Nancy. À la suite de son examen, M. Calière nous a révélé que le surnommé Jolicoeur était en réalité une femme répondant au nom de Jeanne Goubier. Une fois ses blessures guéries, j'ai pris la décision de me rendre à son chevet et de l'interroger afin de statuer au mieux de son sort. Quel âge avez-vous, Goubier ? Je vous vois fort jeune. Je crois 22 ans, sergent. Et où êtes-vous né ? Dans un village voisin de Maubeuge. Avez-vous de la famille ? Oui. Et où est-elle ? Que fait-elle ? Maintenant, je ne sais, monsieur. Peut-être sont-ils encore au village. C'étaient de pauvres gens. On vivait dans la misère. Bien souvent, les femmes arrêtées dans cette situation font état de plusieurs mois, voire années de service, avant que leur véritable identité ne soit révélée, généralement à la suite d'une maladie ou d'une blessure. L'origine géographique de nombre de femmes qui se travestissent pour entrer dans l'armée est également une caractéristique qui présente une quasi-constante. La majorité est issue des provinces périphériques, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne, bref des espaces qui sont souvent en cours d'intégration au Royaume de France et touchés par le passage des troupes. Ces régions sont des terres bouleversées par la guerre.
Il n'est ainsi pas surprenant que des filles en rupture avec leur famille y soient attirées par le service des armes. Et dans la majorité des cas, c'est la pauvreté qui pousse les prévenus à se travestir pour embrasser une carrière masculine qui doit leur donner de quoi survivre. On compte à ce titre des anciennes domestiques, des paysannes et des artisanes. Et vous n'avez jamais été marié ? Non, sergent. Je vois. Et pourquoi avez-vous adopté cet accoutrement ? Une jeune fille gagne sa vie autrement. Toute mon enfance, j'ai vu passer des soldats. Par chez moi, les régiments allaient et venaient. Parfois, l'on travaillait pour eux des saisons entières. Ma mère était amie d'un sergent, Monsieur Tréguier. Quand il était de passage, je passais beaucoup de temps avec lui, plus que mes frères et sœurs. Tréguier, du régiment de Picardie ? Je le connaissais. Vous lui avez parlé ? Oui, il m'a fort bien appris. Il me parlait beaucoup des villes en dehors du royaume, d'aventures et du roi. Tréguier vous a parlé du roi. Oui, il m'a dit que c'était un fort bon souverain et qu'il fallait l'aimer. Un jour, on m'annonce qu'il doit se rendre à Maubeuge pour faire la guerre à ses ennemis. J'ai alors supplié Monsieur Tréguier qui devait partir de venir avec lui pour le voir. Comme ma mère ne m'aimait pas, il n'eut pas de mal à m'en séparer. Il me déguisa en son aide de camp et je partis en Flandre. Combien de temps êtes-vous resté dans cette condition ? Je dirais bien 1 an. Jusqu'à la mort de Monsieur Tréguier, au siège de Furnes. J'ignorais que c'était là qu'il avait trépassé. Nous avons perdu bien de monde cette journée. Le sergent Tréguier vous protégeait. Comment avez-vous fait ensuite ? À cette époque, je n'avais toujours pas pu exaucer mon souhait de rencontrer le roi. Je ne savais rien faire et je n'avais plus rien. Mais je savais tout de la vie militaire. J'ai alors décidé de prendre l'uniforme et de m'engager au régiment. Et depuis quand vivez-vous de la sorte ? 2 ans. Ah, cela représente beaucoup. Comment êtes-vous parvenu à maintenir ce subterfuge ? J'étais présente au régiment et en même temps distante quand c'était nécessaire. Vous voulez dire qu'ici tout le monde ignorait jusqu'à aujourd'hui votre véritable nature ? Oui. Je suis pur sergent. Un grand nombre de ces femmes travesties se sont engagées relativement jeunes, en se faisant passer pour un homme. Quelques-unes, filles de soldats ou de vivandières, suivent le modèle parental. D'autres sont orphelines ou en conflit familial. Une bonne partie semble s'être engagée dans le métier des armes dès l'adolescence. Il faut dire qu'il était facile d'intégrer l'armée grâce au très faible examen corporel de l'époque, a fortiori pour les femmes dépassant le 1,70 m, les grandes tailles étant très appréciées. L'uniforme, longtemps composé d'une ample tunique, cachait facilement les formes du corps, et la poitrine pouvait être bandée pour ne pas se dévoiler. Le vêtement était un indicateur de masculinité ou de féminité bien plus important qu'aujourd'hui. Une personne s'habillant avec des habits d'homme était plus facilement associée à un homme. C'est son habit qui était regardé en premier pour déterminer le sexe. Le manque de barbe, la rondeur du visage par exemple, pouvaient alors se justifier comme le fait que cette personne était un jeune homme. C'est pourquoi dans l'armée, beaucoup des travestis passaient pour avoir 16-18 ans. Reste la question des règles qu'il fallait parvenir à dissimuler. Plusieurs exemples nous sont parvenus, comme celui de Marie Bertrand, qui pendant la guerre de 7 ans, selon son officier, avait tous les mois la précaution de chercher querelle à son sergent ou son caporal pour se faire mettre à la garde du camp afin de mieux cacher son sexe. Paradoxalement, ces soldats travestis ne semblent pas avoir été découvertes dans l'intimité des tentes qu'elles partageaient avec les autres soldats, où des conduites de pudeur très strictes étaient respectées, mais plutôt lors de vraies occasions de promiscuité physique, comme les danses lors des fêtes. Elles soulignent alors systématiquement leur chasteté, puisque parmi ces femmes travesties découvertes et arrêtées, les magistrats font une nette différence entre celles qu'ils accusent de s'être déguisées pour se débaucher et celles qui sont demeurées chastes et l'ont fait, selon eux, avec les meilleures intentions. Ceci explique qu'une fois découvertes, les accusés recourent souvent à un certain nombre de discours pour défendre leur attitude. Certaines se font passer pour de véritables saintes travesties, tirant leur modèle de la légende dorée, un ensemble de récits biographiques de saintes, ou de la vie de Jeanne d'Arc. D'autres mettent en avant une véritable fibre guerrière dévouée au service du roi. Enfin, certaines modifient des éléments de leur passé pour construire un récit calqué sur des romans d'aventure alors en vogue, comme l'héroïne mousquetaire ou l'histoire de la dragonne. De cette manière, leur vie, présentée comme rocambolesque et parfois épique, paraît plus conforme à des normes de conduite
connu par l'interrogateur, le poussant à être plus indulgent. Et vous n'avez jamais eu de problème en campagne du fait de votre constitution? Depuis petite, je marche. Je ne fais que ça. Monsieur Tréguier m'a même appris à monter. Et puis je suis solide. Je manœuvre aussi bien que les autres, ils vous le diront. Je n'en doute pas. On m'a dit déjà fort du bien de vous. Avant votre blessure, avez-vous vu le feu? Oui, sergent. 3 fois. Et je n'ai jamais chancelé. Qu'est-ce que cela vous a fait? Rien. Comme on nous l'explique à l'instruction, il n'est point bon que cela nous fasse quelque chose. De plus, c'est mon métier. Je ne sais faire que ça. On dit même que j'y suis bon. Et donc, avez-vous pu voir le roi? Oui. À la revue après l'affaire de Fontenoy. Hélas, je n'ai point été amenée à lui parler, mais cela m'a suffi. Sergent, je sais que je ne peux pas rester ici. Mais que fera-t-on de moi? Cela est difficile à dire. Je vais m'adresser à mes supérieurs. Peut-être vous laissera-t-on partir. Je vais tâcher de vous trouver une petite somme pour au moins que vous puissiez vivre un temps, vous me semblez honnête. Mais je ne peux rien vous promettre. J'oserais alors demander une petite pension. J'ai pourtant servi Sa Majesté 2 ans. Cela est encore plus difficile à déterminer, Goubier. Il faut noter que ces personnes vivent des années, voire pour quelques-unes même toute une vie en habit d'homme. Leur expérience est en fait celle du genre masculin. Elles participent à tous les rituels de sociabilité masculine mis en place dans les armées, vivent au quotidien comme des hommes, au moins jusqu'à leur arrestation, ce qui relève de pratiques qui pourraient être mises en parallèle avec celles aujourd'hui des personnes trans. Il leur est d'autant plus difficile, après avoir été découvertes, de trouver un métier. Et c'est pour cela que nombre d'anciennes soldates demandent des pensions pour leur service, souvent en vain. De manière générale, les autorités militaires se montrent peu sévères avec les travestis, du moment que leurs officiers témoignent qu'elles ont toujours eu une conduite sage. Autrement dit, qu'elles sont restées chastes. Ces femmes peuvent donc adopter un rôle masculin, à condition de suivre certains prérequis. Elles sont notamment désexualisées et ramenées à un idéal de chasteté. Ce rôle reste anecdotique et succinct. Elles ne sont donc jamais autorisées à réintégrer l'armée après leur découverte. Comme on l'a vu, les femmes ont une place importante mais variable dans l'armée. Chefs, suiveuses ou soldates, elles obéissent toutefois aux normes imposées par les hommes, menant à de multiples récits qui mettent en scène ces femmes. Cette mise en scène va avoir une nouvelle portée à partir de la Révolution. L'engagement des femmes dans l'armée en tant que soldates va alors devenir une revendication liée à celle autour de la citoyenneté. Cette dimension politique, manifeste et inédite, va notamment entraîner le brouillage complet des frontières entre suiveuses et combattantes. Les soldates, si elles utilisent toujours des habits masculins, font en effet de moins en moins d'efforts pour se cacher. Mais on compte toujours des femmes qui s'enrôlent dans l'armée en dissimulant leur genre. Certaines sont d'ailleurs entrées dans la légende révolutionnaire, comme les sœurs Fernig, qui s'engagent dans leur régiment de leur père à son insu. Pour autant, on a gardé beaucoup plus de traces de ces combattantes que celles de l'Ancien Régime. Il faut dire qu'elles sont plus nombreuses que dans les armées royales, au point que des estampes allemandes caricaturent les grenadières françaises et qu'on retrouve des chansons sur le sujet. Pour la période révolutionnaire, on en compte une 50aine pour lesquelles on a conservé des éléments biographiques. Grâce à ceci, on peut noter que la plupart sont très jeunes, la moitié ayant moins de 20 ans. Il faut aussi souligner que dorénavant, les raisons patriotiques écrasent toutes les autres justifications pour leur enrôlement. Elles sont en général plutôt estimées par les autres soldats et peuvent même devenir officiers ou sous-officiers. Les plus connus, les vedettes de l'armée, ont accès à des pensions qui peuvent être conséquentes. Cependant, elles sont aussi très critiquées. Ainsi, dans un rapport de 1793 du commissaire aux armées du Nord et des Ardennes, les soldats se plaignent à leurs officiers du grand nombre de femmes qui sont aux armées sous l'habit d'homme et qui les accompagnent partout, soit comme militaires, soit comme suite. En effet, depuis le début des guerres de la Révolution, la plupart des engagés volontaires amènent leur famille entière avec eux. Trop pauvres pour survivre sans le pourvoyeur principal de leur foyer, femmes et enfants suivent l'engagé, surtout avant que des dispositions ne soient prises pour verser des aides aux familles des soldats. Les armées, au début des guerres révolutionnaires, 1792, regorgent donc de femmes.
Les réquisitoires contre leur présence dans les camps vont alors croissant. On leur reproche de gêner la marche des troupes, d'absorber toutes les ressources, mais surtout de corrompre les mœurs des soldats et de les rendre efféminés et lâches. Pour faire face à toutes ces récriminations, la Convention vote un décret en avril 1793 qui déclare que toutes les femmes inutiles au service des armées doivent abandonner les camps dans les 8 jours. Il précise « Les femmes qui servent actuellement dans les armées seront exclues du service militaire. Il leur sera donné un passeport et 5 sous par lieu pour rejoindre leur domicile. » Théoriquement, seules les vivandières et blanchisseuses sont désormais acceptées. C'est un pas vers l'exclusion progressive des femmes des armées qui va continuer tout au long du XIXe siècle. Cependant, en pratique, le décret n'est pas très bien appliqué. Ainsi, même après 1793, des femmes continuent à combattre dans les armées. Elles sont plus dissimulées qu'auparavant et ont parfois la complicité de leurs supérieurs. Quant aux femmes des soldats, certaines continuent elles aussi à suivre les troupes, les généraux montrant l'exemple sur ce point. Cet écartement est donc avant tout symbolique et annonce aussi, de façon détournée, l'exclusion totale des femmes de la citoyenneté à l'automne 1793. La citoyenneté est en effet un des nouveaux enjeux de la Révolution. De plus en plus de femmes revendiquent le droit, comme les hommes, d'être armées et de participer à la garde nationale. De fait, dès 1790, elles sont de plus en plus nombreuses à prendre les armes dans ces milices citoyennes et des légions de femmes se forment en province. On en a ainsi recensé plus de 150, même s'il y en a certainement eu davantage. Cet enrôlement de masse est accompagné de revendications de groupe. Celles qui réclament la possibilité d'entrer dans la garde nationale revendiquent implicitement la citoyenneté pour les femmes. En effet, dans les années de suffrage censitaire, c'est-à-dire avant la fin de l'année 1792 et après 1795, les citoyens actifs sont les seuls à pouvoir et devoir participer à la garde nationale. En réclamant ce droit, les femmes revendiquent donc tacitement et parfois explicitement de voter dans les assemblées et d'être des citoyennes à part entière. Ainsi, en avril 1792, Théroigne de Méricourt fait un discours qui appelle les femmes à se constituer en corps armé. Prendre les armes est alors associé à une émancipation par rapport aux hommes, et la participation à l'armée est vue comme un premier pas vers l'affranchissement des femmes. En effet, pour ces dernières, prendre les armes permet non seulement de participer à des activités réservées aux citoyens actifs, mais aussi à acquérir une formation martiale qui pourra leur servir plus tard dans la lutte sociale. Pour appuyer leurs revendications, certaines reprennent des arguments qui puisent dans le discours millénaire sur la place des femmes dans l'armée. C'est le cas du Club des citoyennes républicaines révolutionnaires, qui propose de former des compagnies d'Amazon, composées de femmes de 18 à 50 ans, dont l'objectif serait de garder l'intérieur, tandis que leurs frères garderont les frontières. On retrouve là le discours dominant depuis l'Antiquité, qui assigne aux femmes la défense du foyer en dernière mesure. Il faut aussi noter qu'elles soulignent leur caractère moral. Comme les soldats de l'Ancien Régime, elles essaient ainsi de se détacher des suiveuses de l'armée et de montrer leur caractère plus vertueux que les autres. Ainsi, des femmes font une pétition à la Convention pour prôner la formation d'un corps armé regroupant 10 000 femmes de Paris. Ces dernières auraient alors dû prêter serment de renoncer aux séductions de l'amour ainsi qu'à la coquetterie. Des exemples de figures héroïques féminines sont aussi employés par les hommes, et le pouvoir utilise les exemples ponctuels de soldates pour servir sa propagande. La Convention nationale fait ainsi publier un recueil des actions héroïques et civiques des républicains français, dont le premier tome relate, entre autres, l'histoire de Rose Barreau, dite Rose Liberté, et de Rose Bouillon. Ce recueil est censé être lu dans les assemblées populaires et écoles publiques. En général, les dirigeants révolutionnaires tendent à souligner la bravoure des femmes soldats, tout en insistant sur leur rôle féminin. En pratique, ces tentatives de s'armer font peur et suscitent une vive réaction chez les hommes au pouvoir. La plus radicale reste le discours du député Fabre d'Églantine, le 8 Brumaire en 2, 29 octobre 1793, qui, devant la Convention, dépeint tous les dangers de l'armement féminin. Ce dernier est vu comme un pas vers l'émancipation des femmes, voire l'égalité politique, la confusion des sexes. Tout cela menant bien évidemment à la ruine de la société, de la Révolution et à la destruction des hommes. Fabre d'Églantine est écouté, puisque le lendemain du discours, les clubs de femmes, et donc celui des citoyennes révolutionnaires, sont interdits.
et on réaffirme avec vigueur l'exclusion des femmes de la vie politique. L'année 1793 est donc un tournant pour les femmes dans les armées. Seuls les hommes peuvent manier les armes, tandis que les femmes sont reléguées aux soins. Le lien entre défense de la nation, droit de s'armer et citoyenneté va se renforcer après ces décisions. En effet, la Constitution de l'an 3, 1795, qui rétablit le suffrage censitaire, précise que tout Français ayant fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République est citoyen. Cela n'inclut cependant pas les femmes. À partir de 1793, quelques vétéranes essaient de demander la citoyenneté, mais sans aucun succès. Ainsi, le nombre de soldats décline rapidement sous le Directoire et l'Empire. En revanche, l'importance des femmes s'est accrue pour les armées, et ce à travers la figure de la cantinière, puis vivandière. Du fait des graves problèmes logistiques dont souffrent les armées de la République, l'apport des cantinières est un élément crucial de leur survie. Mais le gouvernement révolutionnaire se méfie de la présence de ces femmes dans les camps. À partir de cette période, les cantinières doivent donc toutes être femmes de soldats. Et comme la République considère aussi que ses combattants ne doivent être que des défenseurs de la patrie et non des hommes s'engageant dans l'armée pour le profit, les hommes cantiniers sont supprimés. De cette manière, la place des cantinières n'est plus informelle et leur fonction est véritablement reconnue. En 1800, l'encadrement des cantinières se fait plus sévère, mais les guerres napoléoniennes font croître fortement leur nombre avec la taille des effectifs employés. Elles sont de toutes les campagnes, fournissant un secours logistique majeur lors des moments les plus difficiles. Elles sont également mises davantage en danger sur des théâtres d'opérations comme l'Espagne, l'Italie et la Russie, où la guerre irrégulière cible particulièrement les moyens de communication et de logistique de la Grande Armée. Les cantinières pouvaient également avoir le rôle de banquières à l'armée. Elles étaient en effet souvent les seules personnes de l'unité à disposer d'assez d'argent pour se permettre de prêter des petites sommes dont les officiers, connus pour vivre au-dessus de leurs moyens, avaient souvent besoin. De tels prêts n'étaient cependant pas sans danger en cas de décès de l'emprunteur. Mais les cantinières calculaient aussi le risque de porter constamment sur elles de grandes quantités d'argent qui attiraient les unités de harcèlement ennemies comme les Cosaques. Ainsi, les cantinières distillaient leurs richesses dans toute l'unité, évitant la possibilité de tout se faire voler en un coup. A l'inverse, de nombreux soldats pouvaient aussi confier leur fortune aux cantinières, de peur qu'après leur mort sur le champ de bataille, leurs cadavres ne soient dépouillés et leurs richesses perdues. Il en allait de même pour le fruit de leur pillage qui était parfois trop lourd à transporter, mais qui, moyennant finance, pouvait être rangé dans le chariot de la cantinière. En ce qui concerne le devenir de ces femmes après leurs années de service, la République et l'Empire n'ont jamais voulu remettre de pension aux cantinières. Seul un petit nombre d'entre elles, remarquées par leur service, ont été récompensées par Napoléon qui souhaitait en faire des exemples. Pour la majeure partie des cantinières après 1815, la vie fut rude, en particulier pour celles qui participèrent au dernier feu de l'Empire et qui furent globalement mal vues par la société de la Restauration monarchique. Toutefois, même si les Bourbons ont drastiquement réduit la taille de l'armée, ils n'en ont pas éliminé les cantinières. Au contraire même, la monarchie décide de réemployer des blanchisseuses et préfère changer la dénomination de cantinière en vivandière, comme sous l'Ancien Régime. Ces dernières sont d'ailleurs choisies très strictement en fonction de leur alignement politique pour éviter de créer dans l'armée un vivier de bonapartistes. Cette contrainte disparaît en 1830 quand l'armée française se lance à l'assaut de l'Algérie. Nombre de vivandières n'ont plus rien à voir avec la période précédente. Toutefois, les règles ont de nouveau changé. La monarchie de Juillet émet pour la première fois une ordonnance pour les vivandières et délimite clairement leur rôle au sein de l'armée. Ce nouveau règlement exprime notamment la nécessité pour les officiers de la troupe de toujours avoir en vue la quantité de biens appartenant aux vivandières pour éviter que celles-ci ne reviennent à des habitudes de pillage. Bien évidemment, cette règle devint rapidement inapplicable en Algérie, où le pillage fut institutionnalisé sous la direction du général Bugeaud, menant à la disparition d'un dixième de la population algérienne. En dehors de l'armée, dans la société civile, pendant la première moitié du XIXe siècle, la vivandière gagne en célébrité auprès du public. Nombre de productions de la vague culturelle romantique la mettent alors en valeur, la plus connue de toutes étant le fameux opéra comique de Gaetano Donizetti, La fille du régiment, joué en 1840. Si cette œuvre est internationalement reconnue, elle décrit une réalité bien lointaine des femmes qui servent en Afrique à cette période.
Ces dernières ont en effet une forte individualité qui se reconnaît en particulier à cette période par la personnalisation de leurs tonneaux d'eau de vie, qui sont tous différents pour chaque cantinière, sans respect aucun des régulations. Une autre innovation issue des campagnes d'Afrique est le port d'uniformes régimentaires spécifiques pour les cantinières. Si elle n'est jamais imposée par le ministère, cette mode devient prédominante, où les cantinières, isolées de la société civile, n'ayant pas accès facilement à des remplacements de vêtements, adoptent le style et les couleurs de leurs unités, ce qui contribue au développement de leur intégration au groupe. De cette manière, ces femmes montraient qu'elles ne se considéraient non pas comme des auxiliaires civils de l'armée, mais comme des militaires. Une fois rentrées en métropole, il semble que les cantinières n'aient jamais été moquées ou attaquées par la presse, qui alors fustigeait les femmes qui osaient porter des pantalons. On considérait qu'elles vivaient dans un monde séparé aux règles différentes. Il faut dire qu'elles possédaient des biens, tenaient commerce, voyageaient souvent et vivaient une vie plus libre et aventureuse. Le ministère de la Guerre, qui ne pouvait que remarquer cet état de fait, semble l'avoir accepté sans chercher à l'institutionnaliser. Il est probable qu'il était ainsi plus facile de distinguer les cantinières des prostituées et des suiveuses, portant encore l'habit civil. Toutes ces réformes vont en réalité de pair avec une évolution profonde de la perception et de l'expression du genre dans la société française, amenant à une virilisation de l'armée, ainsi qu'à l'émergence des cantinières du Second Empire en uniforme. En effet, le XIXe siècle marque la division entre des sphères dorénavant considérées comme masculines et féminines. Plus généralement, les femmes et les hommes se constituent en milieux plus délimités qu'auparavant, les femmes étant de moins en moins présentes dans la sphère publique, qui est progressivement accaparée par les hommes. Au milieu du XVIIIe siècle, le soldat était souvent considéré comme un ivrogne, libertin, porté vers les filles de joie, à la grossièreté bestiale, la lie de l'univers selon Voltaire. Mais par la suite, le regard sur ce groupe social change. Progressivement, la virilité du soldat passe par une éducation morale, animée par l'amour de la patrie et une forme d'humanité. Le soldat idéal devient celui qui développe sa force physique au service des autres par son patriotisme. Avec la Révolution, de nombreux jeunes hommes tentent d'atteindre cet idéal en s'engageant volontairement. Le passage de l'adolescence à l'âge adulte s'effectue alors dans le seul espace des camps. Animé par l'esprit républicain, le requis apprend surtout le dévouement absolu à la patrie. C'est dans ce contexte que s'opère la masculinisation de l'armée et l'exclusion des femmes de ce milieu. Cet environnement est ainsi de plus en plus associé à des valeurs viriles, dont on craint qu'elles ne soient corrompues par les femmes. Ces dernières sont en effet suspectées, et je cite, « d'énerver le courage des guerriers et de corrompre la source du plus pur sang français ». Ce contrôle de la masculinité de l'armée passe par de nouveaux procédés, comme l'examen médical qui apparaît au début du XIXe siècle. Cela explique notamment les difficultés grandissantes pour les femmes à s'engager dans l'armée en tant que soldates. Elles ne peuvent pas passer cet examen. Dans les années 1810 déjà, on examine l'appareil génital des engagés. La perte du pénis ou des testicules implique une interdiction d'entrer dans l'armée. C'est avant tout pour s'assurer de la virilité des engagés. Progressivement, les caractéristiques physiques se retrouvent liées à des caractéristiques morales. Il faut avoir belle allure, une bonne taille. Cette évolution de la perception et de la séparation des genres explique ainsi en bonne partie les réformes des régimes monarchiques ainsi que la raréfaction des femmes dans les armées françaises, notamment pour les suiveuses et les soldats travestis. Les cantinières sont également concernées, mais leur rôle étant considéré comme féminin, elles connaissent par la suite un autre destin. Mon cher frère, le 30 mars dernier, j'ai été commissionné par le gouvernement impérial pour rejoindre le 2e régiment de Zouaves. Mes ordres étaient d'y faire une inspection sanitaire générale en vue d'un possible départ de ce corps en Crimée. Je te passe les détails de la routine ennuyeuse d'une telle tâche pour venir directement au sujet principal de cette lettre. Je te dirai seulement que j'ai trouvé la troupe en excellente tenue et forme malgré les 2 dernières années qu'elle a passées en Algérie. Au milieu de cette morne session de contrôle d'hiver, j'ai eu l'occasion de rencontrer une des cantinières du régiment. Je peux te dire que la discussion que nous avons eue a été le seul véritable bon moment de cette journée. Qu'avons-nous entendu de récits sur ces femmes quand nous étions enfants sans pourtant jamais en voir une? Combien père nous en parlait comme des personnages de romans?
C'est pourtant aujourd'hui, avec les yeux éclaircis par l'âge et la raison d'un homme de science, que j'ai eu la chance d'en observer une. Tu me connais, d'une certaine manière, je n'ai pu m'empêcher d'en faire l'étude comme d'un phénomène original, et je suis sûr que tu apprécieras le petit compte-rendu de notre tête-à-tête que je te joins. En espérant que cette lettre te trouvera en bonne santé, ton frère. À quel nom répondez-vous ? Je suis née Annette Drévon, maintenant épouse Brun. Mais ici, en général, on m'appelle Mère Constantine. Depuis combien de temps servez-vous dans ce régiment ? Bah depuis toujours, presque. Ma mère était déjà cantinière ici, j'ai dû prendre sa place quand elle est morte, il y a 5 ans, je dirais. Et avant cela, où avez-vous servi et combien de temps ? Je peux pas vous dire exactement, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la France et l'Algérie, mais j'ai surtout été en Afrique. Avant, quand j'étais plus jeune, c'était plus dur. On était moins forts, moins organisés. Aujourd'hui, en comparaison, c'est calme. Le Second Empire est l'âge d'or paradoxal des cantinières. D'une part, Napoléon III cherche à valoriser ces femmes pour créer une continuité avec la légende de la Grande Armée. Mais d'autre part, leur utilité matérielle est remise en cause par les progrès de la logistique militaire. Mais les cantinières du Second Empire, si elles s'occupent toujours de l'approvisionnement, ne ressemblent plus à celles du premier. Les guerres sont moins fréquentes et les cantinières sont souvent mariées à des soldats professionnels qui accumulent 20 à 30 ans de service. En garnison et en campagne, leur cantine est quasiment considérée comme l'endroit du dîner familial. Ces cantines sont des lieux de sociabilité constante, où on boit des coups, où on mange ensemble. En campagne, elles installent généralement leur tente derrière les lignes, souvent avec des motifs bariolés pour attirer l'œil et le possible client. Pendant la guerre de Crimée, leur tente affiche des motifs turcs qui appâtent les soldats britanniques affamés, dont l'appareil logistique est déficient. En bref, à cette période, plus que des pilleuses, les cantinières sont devenues de véritables commerçantes, tout en apparaissant symboliquement comme les mères, les sœurs ou les épouses des hommes de leurs unités. Quand vous dites que c'était plus dur, qu'est-ce que vous entendez ? Ah bah je peux vous dire que les Mahométans nous surprenaient plus facilement. Fallait être tout le temps sur ses gardes. Dois-je comprendre que plusieurs fois vous avez craint pour votre vie ? Ah bah certainement monsieur, j'y ai même gardé des blessures. Bon après je suis pas très téméraire. Ma mère en revanche, elle avait le coup de fusil moins difficile. Vous voulez dire qu'il vous arrive de tirer le coup de feu ? Vous portez une arme donc ? Bah autant de fois que nécessaire, et oui, j'ai hérité de cette pétoire dont je me sépare jamais. Et vos camarades, les soldats, ils trouvent ça normal ? Bah ils sont d'accord, d'autant plus que je garde leurs économies. Mais je pense qu'ils préféreraient que j'ai pas à m'en servir, ils aiment pas me savoir trop proche du danger. Je vous assure qu'ils seraient prêts à me protéger jusqu'à la mort, les bougres. C'est étonnant cette proximité que vous avez avec les hommes de la troupe, elle est presque fraternelle. Si vous voulez, oui. Bah la plupart du temps, quand les fournitures n'arrivent pas. C'est moi qui leur dégote de quoi manger. Même quand elles sont là d'ailleurs, vu leur qualité. Alors ils sont souvent dans ma tente, je prends soin d'eux, ils prennent soin de moi. Et vous y trouvez un certain bénéfice, j'imagine. Ah bah oui, c'est vital même, vu qu'on me paye pas. Puis surtout, ici, y a pas beaucoup de manières de se faire des sous. Enfin, c'est-à-dire ici. Bah en Algérie c'était facile, on avait qu'à se servir. C'était même recommandé. Là, j'achète à des braves gens, mais c'est cher. Ainsi, si leurs plats sont enviés et leur eau de vie recherchée, elles sont surtout devenues des sources de soutien moral dans la famille militaire, qui passe toujours plus de temps en garnison. L'armée devient davantage laxiste sur leur statut, et nombreux sont les faux mariages avec des soldats qui permettent aux cantinières de rentrer dans l'armée avec l'appui tacite du ministère. En 1869, le nombre de cantinières par régiment est doublé, passant de 4 à 8. Leurs uniformes deviennent de plus en plus bigarrés, en sont témoins ceux des zouaves. Les cantinières sont désormais présentes dans les défilés militaires et elles peuvent également obtenir des médailles. Dans l'imagerie populaire, ce sont les femmes des tambours-majors, des chefs musiciens, etc. Et elles sont souvent montrées accompagnées de bandes de petits-enfants de la troupe dans une représentation familiale qui touche la bourgeoisie moyenne française. Socialement, les cantinières du Second Empire ne sont plus issues du monde rural. Elles sont plutôt issues de la classe ouvrière urbaine assez pauvre, et elles rencontrent leurs époux dans le cadre des garnisons. Les cantinières filles de cantinières sont en revanche toujours aussi nombreuses, 25% des effectifs environ. Et j'imagine que dans votre tente, on y boit aussi. Ah bah ça, je vais pas vous dire le contraire. Mais attention, je leur donne pas n'importe quoi. Vous êtes intéressés ? Ça peut être pratique pour les longs voyages. Sans façon, merci, je ne bois pas. Comme vous voudrez. Je suis aussi curieux de votre tenue. Depuis combien de temps portez-vous l'uniforme ? Ah ça, c'est l'uniforme de ma mère. Avant, quand elle était plus jeune, elle s'habillait en civil, mais trop de fois, on l'a prise pour une catin.
Alors un jour, à Constantine, les gars du bataillon sont venus la voir et lui ont offert de quoi se tailler l'uniforme du régiment sur mesure. Elle était leur fierté, vous voyez. Bon, je l'ai retapé pas mal de fois, mais il fait encore son effet. Et ici, personne ne trouve à redire sur votre accoutrement? Bah non, pourquoi le ferait-il? Je sers comme les autres. Oui, mais on ne peut pas dire que vous êtes vraiment en première ligne. Vous rigolez, j'espère. Quand ça commence à tirer, heureusement que je suis là pour leur apporter de l'agneau. Je sais pas ce qu'ils feraient sans ça. Quand ça commence à barder, je suis plus proche d'eux que vous le serez jamais. Et puis quand il y en a un qui s'en prend une, il est bien content que je sois là pour l'amener à des types comme vous, même si c'est pour que vous le charcutiez. Militairement, elles étaient utilisées pour quelques missions d'espionnage, et souvent pour faire connaissance avec les prisonniers afin de les rendre plus dociles et coopératifs. Sur le champ de bataille, elles offrent à boire et assistent les blessés. Elles font office d'aide aux chirurgiens, et souvent d'infirmières. Le revolver reste l'arme la plus utilisée par ces cantinières pour se défendre. Devant l'augmentation de la puissance de feu, celles qui s'aventurent sur le front sont moins nombreuses. Mais il en reste encore avec la troupe pendant les combats, en particulier chez les Zouaves, où les cantinières sont réputées pour leur courage. Oui, je vois. Et pour faire ce que vous faites, vous diriez qu'il faut quel genre de qualité? Faut une voix qui porte, je dirais. Pour qu'ils puissent vous entendre dans tout le barouf qu'il peut y avoir. Il faut pas être frêle aussi pour porter tout ce qu'on porte. Être bonne avec les bêtes. Bah, tout un tas de choses. Je sais pas vraiment si vous voyez comment c'est, monsieur, mais on se tue la santé. Et puis pourquoi? Au final, pas grand-chose. Pas une pension, rien. Ma mère, elle a eu de la chance, elle a pas eu le temps de voir la misère, mais elle a fini par en crever. J'en ai vu d'autres, elles ont fini leur vie à la ville, comme des misérables. Mais cette vie vous convient-elle justement? Vous n'auriez pas préféré faire autre chose? Bah, c'est que j'ai pas vraiment eu le choix. Et puis vous avez déjà vu le désert, monsieur? Non. Vous devriez. C'est quelque chose. Si la logistique militaire progresse avec le rail ou le télégraphe par exemple, les cantinières étaient loin d'être devenues inutiles. Et pour cause, que ce soit en Italie en 1859 ou dans la débâcle de 1870-1871, les problèmes logistiques sont massifs et les cantinières en deviennent d'autant plus indispensables pour la distribution de nourriture, de boissons et de tabac, notamment dans les corps francs qui les choisissent. C'est finalement la Troisième République qui va expulser ces dernières femmes de l'armée, même si cela se fait progressivement. Cette guerre franco-allemande de 1870 marque un tournant. Avec la chute du Second Empire, l'avènement de la Troisième République et l'appel, comme en 1792, à la levée en masse de volontaires, les cantinières s'engagent en nombre. Cette période assez chaotique illustre bien la porosité des rôles que peuvent prendre les femmes dans l'armée. En effet, durant cette guerre, plusieurs cantinières ont pu prendre les armes et participer à l'effort national en combattant. On peut penser aux cantinières de Paris pendant le siège, mais aussi pendant la Commune. Un autre exemple est celui de Marie Jartou, une cantinière qui prend les habits d'homme pour défendre Châteaudun depuis ses remparts. On retrouve là tous les stéréotypes liés à la prise des armes par les femmes. Les cantinières se battent en fonction des circonstances, quand il est absolument nécessaire de se défendre, et protègent les murs, la dernière étape de défense. Marie Jartou reçoit une médaille. C'est d'ailleurs la seule cantinière à avoir jamais reçu la Légion d'honneur, car dans l'ensemble, les cantinières de 1870 qui ont subi des conditions très difficiles voient leur rôle très peu reconnu. La jeune Troisième République garde le statut des cantinières, semblable à celui du Second Empire. Mais à partir de 1875 commence le processus d'exclusion définitive des femmes de l'armée, à l'œuvre depuis la Révolution. De nouveaux critères de sélection plus sévères divisent leur nombre par deux. Le prix de leurs produits commence à être encadré, et un contrôle médical de leur nourriture est instauré, leur faisant perdre leur indépendance de femmes d'affaires. Elles n'ont plus le droit non plus de faire crédit aux soldats. En 1879, le déclin de leur statut continue. Le ministère de la Guerre réduit le nombre de cantinières autorisées dans les régiments d'infanterie, mais surtout il introduit les cantiniers hommes, qui sont plus faciles à embaucher. Pour autant, les cantinières continuent à être très aimées et vues comme des figures emblématiques de l'armée.
Il reste donc politiquement difficile de les supprimer. À la place, celles qui quittent le service ne sont pas remplacées, grignotant doucement leur nombre auprès des armées. Ainsi, la plupart des cantinières préférant la vie militaire à la vie civile servent plus de 30 ans dans l'armée. Ces longues années de service mènent logiquement à un vieillissement de la population des cantinières. Certaines veuves choisissent de revenir dans l'armée après la mort de leur mari. Leur vie est en effet plus difficile sans le revenu de leur ancien conjoint. L'État, pour leur éviter l'indigence, leur assure par exemple la gestion d'un bureau de tabac. Mais pour y avoir accès, elles doivent fournir les preuves administratives de leur participation à l'armée. Or, les archives du ministère de la Guerre ne gardent pas forcément trace des cantinières qui ne sont pas considérées comme assez importantes pour être systématiquement conservées. Il était donc très difficile de retrouver trace de service pour demander une retraite plus élevée ou un bureau de tabac. C'est pourquoi beaucoup préfèrent rester dans l'armée et y mourir plutôt que de tomber dans la pauvreté de la vie civile, où elles étaient souvent seules, sans amis et non reconnues. Leur véritable cercle social, même familial, reste presque exclusivement leur régiment, dont elles sont des figures du quotidien, même si leur statut reste flou. Un exemple tout symbolique serait celui des médailles. En effet, pour la plupart des cantinières, la médaille militaire est attribuée non pour service dans la bataille, mais durant les exercices de manœuvre. Le ministère de la Guerre montre ainsi qu'elles ne font pas partie du personnel militaire selon lui, tandis que les cantinières elles-mêmes considèrent que recevoir une médaille militaire renforce leur appartenance à l'armée. Reste que les cantinières sont toujours associées dans l'imaginaire collectif au Second Empire, et cela va beaucoup peser sur les critiques qu'on leur fait. Elles sont vues comme cause d'alcoolisme et s'en retrouvent fragilisées au regard de la société française. Leur uniforme et les doutes sur leur moralité participent à l'image d'une armée frivole et ostentatoire qui serait la cause de la défaite de la France. Pour ne rien arranger, le rôle des cantinières en lui-même est remis en cause. En effet, le ravitaillement prussien est vu comme une des raisons de leur victoire. Or, ceux-ci n'avaient pas de cantinières, et pas de femmes en général. Enfin, juste avant l'affaire Dreyfus, le climat paranoïaque de la France fait qu'on les soupçonne même d'être des espionnes. Ce n'est évidemment pas une menace réelle, mais on a peur de ce qu'elles représentent, de leur irrégularité et de leur ambiguïté. Elles servent en uniforme, mais ne sont pas des soldates. Elles sont censées être non combattantes, mais il leur est arrivé de prendre les armes. Elles doivent être des femmes de soldats, mais sont souvent célibataires. C'est pourquoi on leur enlève finalement leur uniforme en 1890. Puis en 1900, on leur interdit de vendre de l'alcool fort, et on permet la création de coopératives de soldats. Ces dernières constituent une grosse concurrence. Elles sont bien moins chères puisqu'elles ne cherchent pas à faire de profit. Enfin, en 1905, la loi de 2 ans sur le service militaire se donne l'objectif de transformer l'armée en école du devoir civique. Or, les cantinières représentent une mauvaise influence morale et appartiennent à l'armée professionnelle qu'on cherche à éliminer. À partir de cette législation, plus aucune femme ne peut devenir cantinière et les coopératives peuvent remplacer les cantines. Les cantinières ne sont plus autorisées à accompagner leur régiment et enfin, on leur interdit la vente de tout alcool. Le coup de grâce arrive en 1906. Le ministère de la Guerre fait remplacer toutes les cantinières existantes, sauf rares exceptions. Après plus d'une centaine d'années à posséder et diriger leur commerce, dans un pays où le code napoléonien interdit aux femmes mariées la propriété, les cantinières sont réintégrées dans leur position sociale féminine. Cette exclusion des femmes de l'armée et la peur que provoque l'image de la cantinière en général est à remettre dans le contexte de cette fin de siècle en France. C'est le moment où l'activité féministe prend son essor, ce qui fait que beaucoup d'hommes se sentent menacés. Or, la cantinière peut représenter cette peur de l'inversion des rôles genrés. On a l'impression qu'elle vole une place qui logiquement devrait revenir aux hommes. Dans la culture populaire, l'image de la cantinière a lentement évolué. Au début du XXe siècle, elle n'a plus son statut révéré qu'elle pouvait avoir à d'autres époques, mais est de plus en plus représentée négativement, notamment comme une femme qui trompe son mari avec des soldats plus jeunes. En 1914, il ne reste donc plus qu'une poignée de cantinières dans les armées. Interdites d'aller au front, c'est la fin pour leur métier, au point que le petit journal leur consacre une une leur disant adieu. De la Première Guerre mondiale, il nous reste une lettre montrant la photographie d'une certaine Madame Ricot,
dernière cantinière du front, selon la légende. On y retrouve toute une scène qui a en réalité disparu de l'armée française. Un chariot avec quelques victuailles tiré par un âne, quelques soldats au regard attendri ou amusé autour d'une femme, le rire franc de cette dernière coiffée d'un casque Adrien. De fait, les dernières cantinières subsistent, car l'armée ne les licencie pas. Elles terminent leur carrière sans continuer de marquer l'imaginaire collectif qui retient plus les infirmières et surtout les ouvrières qui vont remplacer les hommes dans les usines. On peut dire qu'à partir de 1914, il n'y a plus de femmes qui soutiennent les soldats, si ce n'est dans les zones de soins, éloignées des combats. Expulsées de l'armée française, désormais considérée comme un terrain exclusivement masculin, elles ne sont de nouveau acceptées qu'en 1938, après le vote d'une loi écrite en 1927 qui permet leur mobilisation. Autrement dit, elles n'auront été réellement écartées qu'une petite trentaine d'années depuis le XVIe siècle, et retrouvent très rapidement leur place à des rôles de soutien, administratifs, médicaux, logistiques ou de communication, et commencent même à prendre les armes, comme avec le corps des volontaires françaises ou le groupe Rochambeau durant la Seconde Guerre mondiale, même si cela reste anecdotique. Comment alors expliquer leur effacement de l'histoire de la guerre et des armées ? De fait, le discours historique et vulgarisateur est longtemps resté très masculin, et la première armée nourrissant véritablement un souvenir collectif gravé dans toute la société fut celle des poilus, c'est-à-dire la seule qui fut intégralement masculine. Cela a nourri à la fois une production historique et une mémoire nationale qui a masculinisé notre compréhension et notre vision de l'armée, au point d'en projeter l'image sur les siècles qui l'ont précédée. Or, nous l'avons vu, les femmes furent indispensables pour le bon fonctionnement des armées du XVIe au XIXe siècle. Certes, il est indéniable que leur place dans les combats fut faible, mais cela ne les a pas empêchés d'accompagner les armées, de les nourrir, de les entretenir et de vivre ces différentes activités en tant que véritable rouage de l'effort militaire. On comprend surtout à travers cette étude que, depuis le début, elles sont tributaires du discours que les hommes portent sur elles et dont l'exemple des grandes figures, comme Jeanne d'Arc ou la Grande Mademoiselle, nourrit un rapport paradoxal à leur présence et à leur absence dans l'armée. Écartées, critiquées, effacées, oubliées, les femmes dans l'armée trouvent finalement leur place dans un discours d'hommes. Aujourd'hui encore, elles sont instrumentalisées, notamment à travers une communication autour de la féminisation des armées. En vantant leur ouverture aux femmes, l'appareil militaire en fait une image, un argument symbolique sur son inclusivité, alors que ces mêmes femmes restent majoritairement mal intégrées et circonscrites pour la plupart à des rôles genrés. Quoi qu'il en soit, cette histoire de la guerre intégrant les femmes reste encore à développer, à découvrir, pour comprendre plus précisément l'effet de la guerre sur la société tout entière, et non seulement celle des hommes. Par elle, on l'a vu, de nombreuses questions sur la construction de notre société et de notre culture sont ainsi dévoilées et mieux comprises. Le genre, les relations sociales, les pratiques, la citoyenneté, le travail, la législation, la sexualité, autant de sujets que ces oubliés de l'armée, en se rappelant à notre souvenir, nous permettent d'explorer à nouveau. Disparu, c'est pas écrit. Leur mémoire n'est rien de plus que des chansons qui ont très mal vieilli. Une cantinière, la femme d'un soldat. Leurs prénoms sont tués pour qu'on ne les identifie même pas. Femmes de guerre, nous traîner dans la boue. Ces noms ne faites pas de nous un tabou. C'est bon, pas les seuls sur terre. Car 9% de la nation sans vouloir parler de nous, c'est con. Toutes les histoires sont écrites par ceux qui parlent fort, ceux qui adoreraient montrer leur. Une infirmière, la femme du roi, nous efface
c'est de l'histoire, vous n'y arriverez donc même pas. Femme de guerre, nous traîner dans la boue. C'est non, ne faites pas de nous un tabou. C'est bon, pas les seuls sur terre. 49% de la nation sans vouloir parler de nous, c'est con. Femme de guerre, nous traîner dans la boue. C'est non, ne faites pas de nous un tabou. C'est bon, pas les seuls sur terre. 49% de la nation sans vouloir parler de nous, c'est con. Femme de guerre, nous traîner dans la boue. C'est non, ne faites pas de nous un tabou. C'est bon, pas les seuls sur terre. 49% de toutes les nations sans vouloir parler de nous, c'est con.